Lorsque Rashomon paraît en 1950, c'est vraiment le moment où Akira Kurosawa va se faire connaître à l'échelle internationale. Et on a tendance à penser par après que c'est l'un de ses premiers films. En réalité, c'est son 11e long métrage. Il a déjà une carrière assez prolifique derrière lui depuis 1943. Et c'est un réalisateur qui commence un petit peu à se faire respecter. Il a beaucoup travaillé avec les studios de la Toho, mais en 48-49, il y a des grèves qui sont très importantes. Et il va se mettre en contact avec une autre maison de production qui s'appelle la Daiei. Et il est à la recherche de différents scénarios. On va lui en soumettre un, qui est une adaptation d'une nouvelle d'un auteur assez important, qui s'appelle Akutagawa. Et cette nouvelle s'appelle Dans le fourré, et elle raconte l'histoire donc de ces multiples versions d'un crime. Elle a été adaptée par un scénariste qui s'appelle Hashimoto, et Kurosawa se montre assez intéressé par le projet. Simplement, il a un problème, c'est que le script fait 83 pages, ce qui équivaut à peu près à 60 minutes de métrage, et il se rend bien compte qu'il ne va pas pouvoir en faire un long conventionnel, et qu'il va donc devoir trouver quelque chose un petit peu pour l'agrémenter. Ils vont donc avoir l'idée d'ajouter une deuxième nouvelle, qui est la nouvelle Rashomon, hein, donc la porte de Rasho, et qui va leur permettre de créer le récit cadre que vous voyez, hein, toutes ces séquences sous la pluie sur ce fameux lieu un peu en ruine, et qui vont leur permettre d'épaissir un petit peu le récit et de le porter à l'échelle du long métrage. Il va voir donc la Daiei en leur expliquant que c'est un film qui ne sera pas très cher à produire dans la mesure où il n'y a qu'un décor à construire, mais un décor qui en réalité est tellement imposant qu'il coûtera plus cher que les décors de bien d'autres longs métrages réunis, et qui sera tellement grand aussi qu'ils vont ne pas pouvoir l'achever en réalité. Parce que ils se rendent compte au bout d'un moment que la dimension qu'ils ont prévue est beaucoup trop grande pour les piliers qu'ils veulent construire, et que risque de s'effondrer, et ils décident de le laisser à l'état de construction que vous voyez dans le film, hein, ce toit qui est inachevé et qui finalement correspond bien à cet univers en ruine qu'ils veulent décrire dans le récit encadrant. Le scénariste tombe malade et n'est plus du tout en mesure d'aider Kurosawa, qui va finir tout seul le scénario. Ils vont néanmoins retravailler ensemble. Hashimoto, c'est un scénariste extrêmement important dans l'histoire du cinéma japonais. Il va retravailler avec Kurosawa, notamment pour un film qui s'appelle Vivre en 52, qui est un film absolument magnifique, dont il y a d'ailleurs actuellement un remake en salle, américain je crois, ou anglais, je ne sais plus, mais en tout cas c'est un film très important, et bien entendu le grand chef-d'œuvre de Kurosawa que j'espère projeter un jour ici, mais qui dure 3h20, Les 7 samouraïs, ils feront au total 8 films ensemble. Hashimoto, qui a aussi scénarisé un film majeur que je veux vous passer depuis des années ici au Ciné Club, mais dont la copie n'est toujours pas disponible, qui est Harakiri de Kobayashi, qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu, et dans lequel on retrouve cette écriture qui consiste à justement créer un récit non linéaire et des retours sur des éléments du passé qui doivent être revisités et réévalués par rapport à la personne qui les raconte. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment devenir extrêmement important. Au niveau du tournage, enfin avant le tournage, on a le casting, et Akira Kurosawa décide, sans même se poser beaucoup la question, de travailler avec Toshiro Mifune, c'est donc celui qui joue le brigand, qui a été découvert en 1947. Après la guerre, les studios font des grands castings pour un petit peu renouveler et pour trouver des talents en matière de comédiens. Et Kurosawa, qui a déjà donc réalisé un certain nombre de films, fait partie d'un des jurys, et on demande au candidat Toshiro Mifune d'incarner une scène dans laquelle il joue la colère, et il la joue avec une telle conviction que la plupart des jurés ont peur et décident de ne jamais faire travailler cette énergumène, et c'est Kurosawa qui insiste pour qu'il soit engagé, et au moment où ils font Rashomon, ils ont déjà travaillé 4 fois ensemble, et ils travailleront sur 15 longs métrages jusqu'au milieu des années 60, et ça va devenir un acteur extrêmement connu, le plus connu des acteurs japonais sur la scène internationale. Et ce film va aussi contribuer à son succès par une interprétation assez particulière sur laquelle on aura l'occasion de revenir. C'est un tournage qui est éprouvant, parce que il y a beaucoup donc de scènes qui sont tournées en extérieur, dans la forêt vierge, qui est absolument infestée de sangsues, qui arrivent de partout, du sol, des branches, elles tombent tous les matins, ils doivent s'enduire de sel pour essayer de les repousser. Et ils ont des équipements qui, évidemment, en 1950, sont extrêmement lourds, et qui vont rendre les conditions de tournage assez éprouvantes. Il y a notamment
la scène qui dure quelques secondes, on voit le voile qui s'ouvre sur le visage de l'épouse, a demandé 4 heures à un technicien avec un ventilateur extrêmement lourd pour que le voile s'ouvre exactement comme l'avait décidé Kurosawa. Et il y a tout aussi un travail sur la lumière qui va être très complexe, parce que ce que nous on considère comme des lumières naturelles, c'est évidemment pas du tout le cas, notamment les lumières en forêt. Et ils inventent tout un système de miroirs, des grands miroirs qui font 1,20 m de haut, et qu'ils placent en fonction de l'ensoleillement, et qu'ils doivent déplacer au fur et à mesure du déplacement du soleil dans les journées de tournage, pour permettre d'avoir toujours la même lumière. Donc c'est un travail extrêmement rassant. C'est pareil pour le tournage sur la porte de Rachot, puisque là, évidemment, ils veulent une pluie diluvienne. Ils font donc venir plusieurs camions-pompiers qui déversent des quantités astronomiques d'eau en permanence, qui vident les réservoirs et les maisons voisines qui n'ont plus d'eau. Et Kurosawa va jusqu'à faire teinter l'eau d'encre pour avoir les contrastes qu'il souhaite par rapport à la vision qu'il a eue et la façon dont la pluie doit être visible à l'écran. Évidemment, ça fragilise le décor, ça casse un certain nombre d'ampoules, de projecteurs, etc. Et là aussi, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Il n'empêche que le tournage se déroule selon le plan prévu. Et il y a aussi une dimension qui va leur demander beaucoup d'innovation, c'est celle du son. Vous le savez, à cette époque-là, et ça va durer encore longtemps, on travaille beaucoup sur une prise de son qui est en post-synchronisation. Si vous écoutez des films, par exemple, italiens des années 50 ou 60, on entend toujours évidemment que la voix n'a pas été prise en live, et que même quand il parle à l'extérieur, il y a un écho qui nous fait bien entendre que la voix a été enregistrée par après en post-synchronisation. Et Kurosawa a envie d'éviter ça, notamment dans les prises de son des ambiances, et donc il demande à ce que les sons soient pris en extérieur. Alors évidemment, pour les voix, c'est impossible, mais là aussi, la post-synchronisation des voix va se faire à l'extérieur. Il veut que ce soit pas dans un studio où on entend de l'écho, et donc ils vont inventer tout un système où ils vont enregistrer dans le terrain vague derrière le studio. Et ils doivent attendre la nuit parce qu'il y a des trams qui passent en journée. Et grâce de nouveau à un système de miroir, ils mettent en place un système proche du drive-in, si vous voulez, où on a la projection à l'extérieur. Et là, les comédiens vont pouvoir se voir et parler en même temps pour avoir une captation du son qui corresponde à quelque chose de plus naturel, selon Kurosawa. Kurosawa, quand il voit le premier bout à bout fait par les producteurs, est extrêmement mécontent de la version qu'il donne. Et il a une petite autorité à l'époque qui lui permet d'aller revoir tout ça. Et donc il va entièrement retravailler le montage. Et le film avance bien jusqu'à ce qu'un incendie vienne ravager les studios. Et vous savez qu'à l'époque, le celluloïd est particulièrement inflammable. Et donc, il y a une mobilisation de tous les instants pour se ruer vers la salle de montage et reprendre toutes les bandes. Et on est à 3 jours de la première. Et toutes les bandes sont mélangées. Et ils vont avoir un travail colossal pour retrouver, et notamment les bandes son aussi, dont certaines doivent être réenregistrées dans l'urgence. Ils ont même un début de deuxième incendie le dernier jour. Mais en tout cas, ils arrivent à respecter les délais. Le film sort donc en 1950 et la critique japonaise est relativement mitigée. Elle n'est pas particulièrement convaincue par le film, en argumentant que le film serait un film un peu exotique et ayant des visées internationales pour vendre un Japon un petit peu de carte postale. Et Kurosawa, dans son autobiographie, explique qu'il a toujours été frappé de voir à quel point la critique japonaise avait une tendance à l'autodénigrement, et que c'est souvent la critique étrangère qui avait su voir la valeur du cinéma japonais. Pas seulement le sien, mais un certain nombre d'œuvres, et que c'était jamais au niveau local qu'il y avait une valorisation de ce patrimoine qui pourtant est extrêmement important. Et donc là, il va rentrer dans une phase où ça va pas trop pour lui, puisqu'il a tourné un autre film entre-temps, qui est une adaptation de l'Idiot de Dostoïevski, et avec un autre studio que Ladaillé. Et il avait établi dans son contrat qu'il allait tourner un film de 4 heures en 2 parties de 2 heures. Et en fait, il n'a pas le droit sur le montage final, et le studio ne va absolument pas respecter et décide finalement de faire un film de 2h20, 25, et fait un montage où il massacre à peu près tout ce qu'il a fait, et brûle en plus, détruit les négatifs originaux. Donc il est complètement dépossédé de son œuvre, donc il est assez désespéré.
Et en plus, la Daiei annule le projet du film suivant qu'il devait faire avec eux. Donc il est dans un moment de sa carrière où il se dit qu'il va probablement penser à autre chose. Il va à la pêche, il raconte ça dans son autobiographie. Et le fil se casse en plus. Donc il estime que le cosmos se ligue contre lui et que c'est vraiment un jour où tous les éléments lui expliquent que ça ne va pas. Il rentre chez lui et il apprend deux choses en même temps par sa femme. Un, que le film a été sélectionné au Festival de Venise, on ne l'avait même pas averti, c'est une sélectionneuse italienne qui a vu le film et qui trouve le film très intéressant. Et deux, que le film a obtenu le Lion d'Or, ce qui va évidemment totalement changer sa carrière. Le film fait vraiment sensation à Venise parce qu'en fait c'est l'un des premiers films japonais à être projeté. Et il y a donc évidemment la découverte d'une esthétique différente. Il y a aussi, aussi simplement, la découverte des comédiens japonais et de la langue japonaise, qui est évidemment quelque chose qui surprend et qui sidère un petit peu les critiques et les spectateurs. Et c'est quelque chose qui va vraiment faire un choc et être un peu l'acte de naissance du cinéma japonais à l'échelle internationale. Et à partir de là, la carrière de Kurosawa va vraiment prendre un nouvel essor et va devenir celle qu'on connaît notamment dans les années 50 et 60. Kurosawa explique aussi dans son autobiographie que le patron de la Daiei, un peu plus tard, s'est attribué tout le mérite sur le film en expliquant que c'est grâce à lui si le film a pu émerger, qu'il a découvert un talent et qu'il y a beaucoup mis de sa personnalité, alors qu'en réalité, c'est un film qu'il jugeait totalement incompréhensible et qu'il n'appréciait pas du tout. Et Kurosawa relève l'ironie en expliquant que c'est assez amusant de voir quelqu'un qui réécrit l'histoire pour se donner une belle image, ce qui est précisément le sujet de son film, et que évidemment il y a quelque chose d'assez amusant à avoir cette déclinaison dans la vraie vie des thématiques qu'il aborde. Le film connaîtra une belle pérennité et va donner notamment naissance à cette mention de l'effet Rashomon qu'on va retrouver dans un certain nombre de récits au fil des décennies. Alors, pour être parfaitement honnête, l'effet Rashomon existe avant Rashomon. Alors, pas du tout au niveau que vous venez de voir, mais il y a un film qui s'appelle Beau Geste, de 1939, de Wellman, qui aborde précisément ce concept, où vous avez une séquence au départ que vous voyez, que vous ne comprenez pas exactement et qu'on revoit à la fin et qu'on voit d'un autre angle et pour laquelle on a de nouvelles explications et qui réévalue ce qu'on avait pu voir dans un premier temps. Donc c'est quelque chose qui a déjà été pensé, mais évidemment pas à ce stade-là. Et ensuite, de grands réalisateurs vont le reprendre à leur compte. Par exemple, vous avez Harakiri, le film dont je vous parlais, mais aussi Quentin Tarantino, qui l'évoque dans Jackie Brown, toute la scène dans le centre commercial, dans la boutique de vêtements, est vue de 3 points de vue différents, et évidemment renouvelle à chaque fois les informations. Et très récemment, vous avez l'avant-dernier film en date de Ridley Scott, qui est Le Dernier Duel, et qui raconte aussi l'histoire d'un viol d'ailleurs, de trois façons différentes pour compléter les versions et les points de vue et la subjectivité des différents acteurs de l'histoire. Le premier élément qu'on peut évidemment évoquer, c'est évidemment cette narration-là. Les premiers éléments du récit nous présentent quasiment une sorte de policier, une espèce de thriller de la vérité, où on va avoir plusieurs versions d'un même événement et un plaisir du récit où le spectateur comprend au bout d'un moment qu'il va avoir droit à plusieurs versions avec certains éléments de surprise, puisqu'évidemment on ne s'attendait pas à ce que le mort, par exemple, prenne la parole, et dans la quatrième version, elle n'était pas censée arriver, et là aussi il y a un renouvellement. Donc ce principe qui consiste à chaque fois vous dire non mais en fait on va revenir et on va revoir les choses, créer une sorte évidemment de film à énigmes dans lesquels on va révéler les choses. On est sur une structure assez simple, avec trois personnages qui sont vraiment des archétypes, le samouraï, la femme, le bandit, et chacun tient une ligne de conduite, du moins dans les premières versions, qui correspond à une certaine posture et à un certain code. Simplement, la première approche déjà qui vient un petit peu casser un récit traditionnel, outre le fait qu'on revienne systématiquement dessus, c'est que chaque personne, dans la logique, justement, dans ce qui n'est pas la logique du polar, s'accuse du meurtre.
hein. Généralement, et c'est pour ça que le premier récit est assez intéressant, il dit oui, oui, je l'ai violé, j'ai tué, et donc à ce moment-là, on se dit, bon, il n'y a pas d'enquête en réalité. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'en s'accusant du meurtre, les personnes qui racontent créent une histoire dans laquelle ils en sortent grandis, moralement, et beaucoup moins à blâmer que les autres protagonistes de l'histoire. Donc il y a déjà cet élément, hein, qui vient contrecarrer la traditionnelle enquête policière, si vous voulez. Un autre élément qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a une structure non linéaire dans laquelle les flashbacks semblent contradictoires. Ça, c'est un élément très moderne qui a déjà été mis en place par un film qu'on a vu ici il y a peu de temps et qui est Citizen Kane, où on joue évidemment sur une série de témoignages qui viennent se compléter, mais en réalité aussi se contredire et apporter de la complexité. Et c'est là que le film, justement, rentre dans une autre phase de l'écriture du cinéma et de la modernité, c'est qu'on aboutit à un élément où la répétition des motifs et la précision ne permet en réalité pas véritablement d'accéder à la vérité. L'idée étant, dans la logique, que plus on précise, plus on raconte, plus on multiplie les témoins, normalement, on devrait avoir des additions qui nous permettent d'avoir une vérité de plus en plus précise. Et ce n'est pas le cas. On va retrouver ce motif-là dans un certain nombre de films par après qui vont prolonger cette question de la modernité. Par exemple, chez Antonioni, dans Blow Up, vous avez un homme qui prend une photo dans un parc et qui croit déceler dans un arrière-plan de la photo la preuve d'un meurtre. Et donc il va redévelopper systématiquement cette photo en agrandissant, en pensant que simplement zoomer permet d'accéder à la vérité. Or, on aboutit à une forme d'abstraction de l'image qui n'est quasiment plus lisible. Dans un autre registre, celui du son, il y a un autre film qui est très intéressant, et là aussi, la copie n'est toujours pas disponible, j'avais prévu de vous le passer cette année, c'est le très intéressant et paranoïaque Conversation secrète de Francis Ford Coppola en 1974, où là, on écoute des bandes sonores en étant persuadé d'y avoir des traces, etc., jusqu'à une forme un petit peu d'aliénation. Donc plus on précise, plus on écoute, plus on regarde, plus on zoome, moins on a accès à la vérité. Et c'est cet élément déjà qui, évidemment, est très intéressant. L'autre complexité qu'on va ajouter, c'est celle des niveaux de récit. Puisque, si vous avez constaté, on a 3 niveaux. Vous avez la porte de Rashomon, qui est le récit encadrant, sur lequel on va revenir entre chaque récit. Mais vous avez un niveau intermédiaire, qui est celui du tribunal, l'audition chez le magistrat. Vous remarquerez que dans ce lieu-là, il n'y a jamais de contre-champ. On ne voit pas à qui s'adressent ceux qui témoignent et ceux qui racontent. Et en cela, c'est très fidèle à la nouvelle, puisque dans la nouvelle, on se contente simplement de vous lister les 3 témoignages. Le 4e est ajouté par Kurosawa et Hashimoto. Mais on liste ces 3 témoignages, et en fait, les juges, c'est le lecteur, et dans le film, c'est le spectateur. C'est à nous de tirer les conclusions. Et dans ce niveau intermédiaire, on voit bien la manière dont on va raconter l'histoire, et c'est le langage qui va prendre en charge de restituer ce qui s'est passé. Et à ce moment-là se crée quelque chose de très important, c'est la dissociation entre ce qu'on filme et ce qu'on raconte. Kurosawa s'empare vraiment de cette idée qui est que, notamment à cette époque-là, filmer, c'est restituer le réel. Vous savez, les premières prises de vue, ce sont des prises de vue qui sont documentaires et dans lesquelles les frères Lumière vous disent bon ben voilà, il y a un train qui arrive, voilà, il y a des gens qui sortent de l'usine Lumière. C'est la réalité. Ce sont des vues documentaires. En réalité, elles sont déjà cadrées, elles sont déjà choisies. Les gens qui sortent des usines Lumière sont curieusement endimanchés. Il y a peu de chances qu'ils aient bossé sur les chaînes avant de sortir dans cet état-là. Tout est déjà aménagé. Et donc la manière dont Kurosawa vous présente le récit, filmé de manière a priori objective, est déjà discutable. Et il va ajouter à ça la façon dont les personnages racontent les témoins. Et si vous regardez le langage, donc dans cet espace très blanc du tribunal, enfin, de la cour face au magistrat, on a un langage qui déraille, lui, de plus en plus, qui est de plus en plus passionné. On a celui qui ricane en permanence, le bandit. On a la femme qui pleure et on a évidemment la manifestation par le médium de quelque chose de surnaturel, mais qui là aussi peut s'avérer mensonger. Donc une parole qui est
totalement déraisonnable et qui va être de plus en plus hystérique d'une certaine façon et ne pas être crédible dans le témoignage qu'on apporte par rapport à ce qui est vu. Et on va avoir une série, à travers ces récits, de démystification. La première, c'est évidemment celle du couple. On voit très clairement que ce couple présenté de manière très jolie, là pour le coup on a une jolie carte postale avec ce voile au départ, et bien plus les récits avancent, plus on va tomber dans la manipulation, la perversion et des personnages qui se déchirent et qui souhaitent la mort de l'autre. Une démystification aussi évidemment de la figure du samouraï, puisque les premiers combats s'opposent à ce combat final qui est totalement grotesque, bouffon, avec des pleutres qui osent à peine s'affronter. Et évidemment, on va briser toute cette idée de la légende et du samouraï. Donc on aboutit à des images extrêmement mesquines et qui sont justement commentées par le récit premier, où vous avez 3 témoins. Vous avez le moine, la figure du sage, du philosophe d'une certaine manière. Vous avez le bûcheron, l'homme qui veut comprendre, et vous avez le passant, un peu pragmatique, très cynique, qui va commenter, et qui, d'ailleurs, est une sorte d'écho au personnage de Toshiro Mifune, avec ses ricanements assez fréquents. Et on aboutit donc à une conclusion extrêmement pessimiste sur le fait que le samouraï n'a pas d'honneur, le bandit n'a pas de bravoure, et la femme n'a pas de vertu. Donc une manière évidemment de briser tous les mythes possibles et tous les contes qui pourraient valoriser des figures qui seraient modélisantes. Bien entendu, Kurosawa est beaucoup moins intéressé par la question de qu'est-ce qu'est la vérité que de la raison pour laquelle les personnages mentent. Et il l'explique d'ailleurs à ses assistants. La veille du tournage, il y a 3 assistants qui viennent voir Kurosawa et qui lui disent « On n'a rien compris au scénario, on ne sortira pas tant que vous ne nous aurez pas expliqué. » Et donc Kurosawa leur parle assez longuement et il leur dit « Voilà, en fait, l'histoire est aussi incompréhensible que le cœur humain. » Et c'est de ça que je veux parler. C'est de cette opacité-là que je veux traiter. Et 2 assistants sur 3 sortent convaincus de ce projet. Un troisième, beaucoup moins. Et il est dubitatif. Et les premiers jours sur le tournage, il a toujours des petites remarques sur ce qu'ils sont en train de faire. Et il finira par le licencier parce qu'il ne peut pas collaborer à un projet avec quelqu'un qui n'y croit pas. Et donc, il se séparera de cet assistant réalisateur. Et on voit là comment, justement, Kurosawa aborde l'idée de l'impossibilité de l'objectivité. Et là, on rejoint un film qu'on a vu il y a peu de temps au Ciné Club, et qui est La règle du jeu de Renoir, où vous vous souvenez, on avait cette phrase majeure qui disait « chacun a ses raisons ». Eh bien, on retrouve un peu ici cette idée-là et cette vision finalement assez défaitiste des rapports humains dans lesquels chacun réaménage la chose en se mettant en valeur et en estimant soit qu'il était dans son bon droit, soit qu'il avait eu raison, soit qu'il a été victime. Mais en tout cas, il n'est jamais véritablement le fautif dans l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle on a une construction extrêmement pensée avec un chiffre 3 qu'on retrouve en permanence. Vous avez 3 protagonistes de l'histoire dans la forêt, vous avez 3 témoins, et vous avez 3 lieux différents, la porte, chez le magistrat et dans la forêt. Et cette figure, justement, des 3 éléments vous empêche d'avoir la structure rassurante qui est l'élément binaire dans lequel on va pouvoir réduire les choses de manière lisible. Le vrai, le faux, le bien, le mal. Là, on a toujours un 3e élément qui va justement désaxer ça, une structure triangulaire dans laquelle on n'a pas la possibilité d'accéder, si vous voulez, à quelque chose de stable. Et donc, on est dans une lecture, et c'est ce que dit aussi beaucoup le récit encadrant, une lecture finalement découragée, déconcertée, qui n'a pas accès, si ce n'est pour constater une déréliction totale. Parce que si on regarde ce qui se passe sur la porte de Rachot, on est dans un lieu en ruine, sous un déluge, au milieu des cadavres, et même le moine philosophe fait un constat abominable en expliquant que effectivement les morts s'accumulent et qu'il n'y a plus véritablement raison d'espérer. Ça, c'est aussi un écho au cinéma de la deuxième moitié de l'après-guerre, si vous voulez. C'est le Japon qui intériorise la défaite
Et c'est quelque chose qui va avoir une profonde influence dans l'état d'esprit qu'on peut avoir dans ces films. On est dans un cinéma de vaincu, d'une certaine façon, avec justement un regard profondément noir et sans véritable espoir sur la nature humaine. Maintenant, là, on a beaucoup parlé des éléments littéraires et narratifs sur le film, mais il faut évidemment aussi s'interroger sur l'esthétique, parce que c'est elle aussi qui a contribué justement au succès du film, et notamment à Venise. Il faut bien comprendre la manière dont Kurosawa aborde le film, puisque ce qui l'intéresse à ce moment de sa carrière, c'est un grand cinéphile, et il a envie de s'intéresser au cinéma muet. Il explique, notamment dans des essais et dans son autobiographie, qu'il a le sentiment que quelque chose s'est perdu avec l'arrivée du parlant et que durant les années 30, le cinéma a évolué, ce qui est totalement normal, et que l'esthétique visuelle puissante du cinéma muet n'existe plus. Et il a envie de la retrouver, et pour lui, le film Rashomon sera vraiment le banc d'essai esthétique de cette quête-là. Et le cinéma muet est très important pour lui, pour une raison aussi particulière, qui est son grand frère, qui a eu énormément d'importance pour lui, hein, il a vraiment contribué à son éducation. Il était ce qu'on appelle un benshi. Les benshi, durant le cinéma muet japonais, étaient des commentateurs et des narrateurs qui étaient présents pendant la projection et qui racontaient le film, qui le commentaient. Donc c'était un rôle assez prestigieux qui, évidemment, était voué à s'éteindre. Et il s'est suicidé en 1933, après bien des déboires financiers et avoir perdu cet emploi dans lequel il s'était beaucoup investi. Et on a ici une nouvelle occasion de parler de cette transition fondamentale qui a été le muet au parlant. C'est quelque chose qu'on a beaucoup évoqué cette année, puisqu'on a ouvert la saison avec Chantons sous la pluie, et qui évoquait ce traumatisme-là. Et il y a 2 semaines, on parlait de Sunset Boulevard, qui l'évoquait aussi. Et en ce moment même, en salle, vous avez Babylone de Damien Chazelle qui vient de sortir et qui traite exactement de ça, et qui d'ailleurs cite vraiment en long, en large et en travers Chantons sous la pluie. Film très intéressant aussi. Et Akira Kurosawa, au début de sa carrière, est un peintre. Donc la dimension visuelle, elle est évidemment fondamentale. Et on va le voir dans le film. Il y a vraiment quelque chose de très travaillé d'un point de vue visuel et des séquences muettes qui sont assez fréquentes. Vous avez pu le constater. C'est d'ailleurs un peu déstabilisant au niveau du rythme. Il y a de longues séquences dans lesquelles il se contente de regarder, dans lesquelles il adresse beaucoup d'importance au regard des personnages. Et visuellement, c'est un film qui va travailler de multiples cadrages. Vous avez d'un côté cet aspect visuel très fort de la porte de Rachot, avec cette pluie torrentielle, et à l'intérieur de la forêt, on va avoir tout un panel de plans, des plongées, des contre-plongées. Vous avez cette première arrivée dans la forêt où on est vraiment en contre-plongée, on voit les cimes, les frondaisons des arbres, etc. Et il y a quelque chose d'extrêmement expérimental dans la manière dont il filme tous ces espaces-là, et qui renvoie justement à tout le panel esthétique qu'avait mis en place le cinéma muet. Donc c'est quelque chose qui va donner une grande vitalité à son film. C'est un film qui comporte 420 plans, qui est à peu près le double des métrages de l'époque. Donc on a vraiment quelque chose d'extrêmement travaillé, et des travelling circulaires assez impressionnants qui d'ailleurs les obligeaient à carrément couper des arbres tout autour. Ils abattaient des arbres, et les gardiens des temples à côté étaient un peu inquiets au départ de voir qu'ils arrivaient et qui prenaient beaucoup de place jusqu'à cautionner finalement leur projet. Donc cette dimension du cinéma muet, elle va être extrêmement importante, et elle va contribuer, si vous voulez, à ajouter un autre langage à ce langage déficient des personnages. Et ça, c'est un élément qu'on va retrouver dans les autres étapes du film. L'autre langage, ça va être celui des corps. C'est un élément qui est extrêmement important. Vous l'avez vu, c'est un film qui est très sensuel, notamment le personnage joué par Toshiro Mifune, qui est un corps grotesque ou alors un corps sensuel. D'ailleurs, Kurosawa lui a montré des documentaires sur les lions pour lui expliquer la manière dont il devait jouer. Donc il y avait vraiment cette approche féline, et je trouve qu'il y a aussi une approche assez simiesque fréquemment, surtout au départ, quand on le voit systématiquement se taper sur le corps pour les parasites, etc. Et c'est un personnage qui est extrêmement animal. Et on voit la manière dont les personnages laissent parler leurs pulsions, laissent parler leur corps, et la présentation de la femme,
hein, lorsqu'elle est seule. On voit d'abord ce visage avec le vent qui écarte les voiles et qui, bien entendu, va susciter le désir. D'ailleurs, hein, le bandit dit que c'est à cause de ça que tout s'est déclenché, puisqu'on a un accès à l'inaccessible. Ensuite, on la voit se mirer dans l'eau, et puis vous avez évidemment cette image extrêmement évocatrice du couteau qui se plante, hein, dans la mousse. Et à partir de là, les échanges, plus ils vont évoluer, plus ils vont arriver vers une forme de sensualité. D'abord celle fantasmée par le bandit, hein, qui vous montre une image assez intéressante. Hein. Vous savez que lorsqu'on étudie la manière dont justement l'image de la femme dans le cinéma, dans les années 50, et notamment le western, on a cette image de l'homme qui force une femme qui finit toujours par succomber en étant finalement, hein, en devenant beaucoup plus souple ou en mettant sa main. Et la manière dont elle met cette main, hein, sur son épaule peut nous faire penser qu'on est dans une lecture encore extrêmement misogyne, avant de comprendre que c'est la façon dont lui a vu sa possession de la femme. Et ça, c'est très intéressant, parce que dans les autres versions, on est sur une femme qui est éplorée, qui est souillée, soit par le regard du mari, soit par sa propre perception. Donc ça, c'est très intéressant de voir justement la manière très lucide dont on évoque justement ce viol. Et il n'empêche que justement, cette femme, lorsqu'elle est vue négativement, notamment par les hommes, qui vont même aller jusqu'à s'allier contre elle, hein, preuve justement d'une misogynie, voire d'une misophobie, hein, on a peur des pouvoirs de cette femme qui est capable justement de retourner les uns contre les autres, etc. Eh bien, on a justement toute une sensualité extrêmement présente, et qui, là aussi, montre à quel point rationnellement, dans le niveau 2 du récit, devant le magistrat, on essaye de justifier des choses, mais les corps ont dit d'autres choses, et on les a amenés vers un autre domaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que la quatrième version va vous montrer des corps, cette fois, qui ne sont plus des corps sensuels, mais qui sont des corps ridicules, des corps bouffons, des corps grotesques, des corps qui chutent. Hein. Et là aussi, c'est assez intriguant de voir à quel point toute cette esthétique outrancière du jeu du cinéma muet a été vraiment convoquée par Kurosawa. Et c'est quelque chose qui est assez aussi déstabilisant, et qu'on retrouve moins dans ses autres films, hein. En ça, c'est assez singulier, et dans lesquels justement on va voir des personnages qui sont de plus en plus bouffons, de plus en plus hors de contrôle. Toshiro Mifune, qui donc évidemment est particulièrement impressionnant dans ce rôle, il continuera à jouer ce genre de rôle dans Les 7 samouraïs. Il est aussi le samouraï bouffon, hein, qui est vraiment une espèce de fou du roi, extrêmement fantasque, et qui va apporter une touche comique vraiment très importante pour l'économie et pour tout l'équilibre de tempo du film. Mais dans d'autres films de Kurosawa, il pourra avoir des rôles beaucoup plus dans l'underplay qu'on avait évoqué, c'est-à-dire un jeu beaucoup plus modeste, beaucoup plus rentré. Je pense à un film qu'on avait projeté il y a quelques années ici, et qui était Entre le ciel et l'enfer, donc d'Akira Kurosawa en 1963, dans lequel il joue un homme d'affaires extrêmement sobre. Et il y a aussi un rôle très important, qui est le dernier qui tournera avec Kurosawa, qui est Barberousse, le rôle d'un médecin, où là, pour le coup, il est vraiment une figure du sage qui n'a strictement rien à voir. Donc il a vraiment, si vous voulez, un éventail de jeux extrêmement vaste. Et donc, le dernier élément qu'on va avoir aussi dans cette idée d'un langage, c'est la musique. Hein, vous avez peut-être reconnu, mais il y a un motif qui revisite parfaitement le boléro. Donc, ils ont vraiment... c'est Kurosawa qui a demandé ça à son compositeur, et on voit la manière dont ils le réécrivent avec quelques modulations. Et évidemment, l'idée du boléro peut rentrer totalement en adéquation avec l'écriture du film. Le boléro, c'est un même motif, répété un nombre incalculable de fois, mais à chaque fois avec des variations, ce n'est pas les mêmes instruments, et c'est exactement ici la même idée, hein, une pseudo-même histoire, mais des variations, parce que ce n'est pas les mêmes personnes qui la racontent. Donc pas la même tonalité, pas la même mélodie, pas la même idée derrière. Et c'est aussi quelque chose qui va ajouter dans le segment de la femme une vitalité aussi très importante au récit. Le dernier élément sur lequel justement va beaucoup travailler Kurosawa dans son esthétique, c'est la musique. C'est le motif de la nature. La nature est un lieu que Kurosawa va volontairement élargir. La nouvelle, hein, s'appelait Dans le fourré, et lui, il décide justement d'élargir ça,
un domaine beaucoup plus vaste dans lequel on peut se perdre, dans lequel il y a des reliefs, dans lequel il y a des endroits où on chute, il y a de l'eau, il y a des feuilles, il y a des arbres, et c'est un élément qui va réellement perdre les personnages. Et tout le travail sur la lumière dans le film, qui est absolument fascinant, va se faire à la faveur de longs travelling latéraux où on voit des personnages qui s'enfoncent progressivement dans un endroit où ils vont retrouver, si vous voulez, quelque chose de primal, un espace dans lequel ils vont se sentir autorisés à faire des choses qui ne seraient pas permises dans la civilisation, d'une certaine manière. Et cet élément-là, il va nourrir toute la symbolique de cette nature. La nature qui est quasiment un personnage à part entière dans le film, qui reviendra dans Les 7 samouraïs. Vous avez des séquences aussi de pause, notamment il y a une séquence magnifique dans un champ de jonquilles, et c'est vraiment Kurosawa qui veut capter la vibration de ces lieux, raison pour laquelle on est vraiment dans des lieux réels filmés en extérieur. Mais elle a aussi évidemment cette complexité entre l'ombre et la lumière, la manière dont justement, souvent sur les corps, il y a des choses qui bougent, qui bruissent, et qui évidemment reflètent leur complexité, leur contradiction aussi, et leur part d'ombre. Et c'est quelque chose qui va vraiment nourrir toute l'esthétique du film, et là aussi, travailler un jeu de clair-obscur, avec une opposition très nette dans les esthétiques en fonction des lieux, le gris de la porte de Rachaud, le blanc très sobre, très neutre, chez le magistrat, et évidemment la complexité des jeux de lumière dans la nature. La fin du film est sensiblement différente des nouvelles dont elle s'inspire. Kurosawa a rajouté le récit du bûcheron, la quatrième version, présentée d'une certaine manière comme la vérité, et il fait correspondre la nouvelle Rashomon avec la nouvelle Dans les forêts pour commenter quelque chose qui ne l'était pas dans la nouvelle initiale. Et dans la nouvelle initiale, la nouvelle Rashomon, c'est simplement l'histoire, c'est une nouvelle très brève, où on est vraiment dans un lieu de la fin du monde, d'une certaine manière, où on a cette histoire finale du passant, et qui ne se fait pas avec un bébé, mais qui se fait avec une femme qui est en train d'aller prendre les cheveux sur les cadavres, et lui va lui voler ses habits en lui donnant à peu près exactement les mêmes raisons. Ne me traite pas de voleur, si toi-même t'en es une, chacun pour soi. Et donc, nouvelle extrêmement pessimiste. Et Kurosawa ne peut pas terminer là-dessus. Et ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, pas mal de critiques lui ont reproché à l'époque en disant que la fin, cet ajout de Kurosawa, était inutile et elle était un peu mièvre et un peu niaise. Kurosawa n'est pas un partisan du nihilisme et il n'est pas non plus un partisan d'une ambiguïté, d'un récit totalement suspendu, comme on pourrait le trouver par exemple chez Luigi Pirandello, avec la pièce Chacun sa vérité, où à la fin on ne peut pas trancher et on est dans cette ambiguïté typique de la modernité. Il a envie d'un élément qui pourrait trancher et surtout il a envie de quelque chose qui pourrait aller au-delà de toutes les impasses qui ont été présentées. Si vous regardez l'arrivée du bébé, elle vient briser le triangle des trois témoins. Elle apporte quelque chose qui est différent. C'est aussi une nouvelle génération, l'idée possible d'un avenir alors qu'on est dans un monde qui est en train de se mourir. Et vous avez aussi un autre langage qui est celui de ce cri du bébé, un langage dépourvu de mots pour le moment. Et que fait le bûcheron ? Le bûcheron a un mouvement instinctif qui consiste à le prendre pour s'en occuper. Et c'est là, évidemment, qu'on va substituer la parole qui avait été mensongère, qui avait été mesquine, qui avait été désespérée, à un geste de pure charité qui pourrait quand même nous faire envisager la possibilité du bien. Et c'est la raison pour laquelle le moine dit, voilà, j'ai encore un motif de croyance, et nous avons, de manière très symbolique, la fin de la pluie et la possibilité d'un avenir. Et on voit ici l'humanisme de Kurosawa, qui est très important et qu'on va retrouver dans tous ses films, et qu'on peut mettre en correspondance avec un autre grand humaniste, qui est John Ford, cette idée d'avoir une foi quand même en l'homme. Et après nous avoir justement éduqué au regard, nous avoir montré justement la mesquinerie des hommes, avoir proposé une façon de décaper systématiquement tous les mensonges possibles, eh bien, il nous dit que nous devons tout de même, et c'est son travail de nous y initier,
nous rendre disponibles à la possibilité qu'il y ait encore le bien. Un bien qui soit un bien d'un pur acte, irréfléchi, et même déraisonnable, il a déjà 6 enfants, mais qui, justement, ne peut pas être autrement parce que en l'homme réside encore quelques bribes de bien. Et Kurosawa termine le film là-dessus, avec cette idée, justement, que la modernité dont il a pu faire preuve dans son film ne doit pas être au service, justement, d'un regard désabusé et cynique. Et que s'il nous a aidés à voir entièrement l'homme, eh bien, on doit absolument ne pas oublier que réside encore la possibilité du bien en lui. Merci de votre attention.